débuter avec notre cours de fiscalité des entreprises. Dans un premier temps, nous allons présenter de façon globale le cours et son contenu. Et nous allons faire des explications en fonction de chaque chapitre pour donner l'aperçu de ce dont il est question dans notre cours. Et ensuite, nous allons commencer à traiter les anciens sujets et également les fiches de travaux dirigées. Dans un premier temps, quand on parle de fiscalité, quelles sont les appréhensions que nous avons de la notion de fiscalité? Beaucoup de personnes conçoivent la discipline comme étant tout un mystère. Parce que la fiscalité, de façon saine, englobe beaucoup de choses. La fiscalité, c'est un regroupé d'ensemble d'éléments qu'il va falloir donc scinder et les comprendre au fur et à mesure. Et nous allons dans un premier temps, lorsqu'on évoque la notion de fiscalité, cette notion se rattache uniquement à une autre notion qu'on appelle l'impôt. Donc quand on parle de fiscalité, la seule notion qui apparaît dans notre esprit, c'est la notion d'impôt. Raison pour laquelle nous allons définir la fiscalité comme étant l'ensemble des règles législatives permettant de calculer et de déterminer la valeur de l'impôt. Donc c'est l'ensemble des règles législatives qui permettent de calculer et de déterminer la valeur de l'impôt. Donc de façon à expliquer, tout ce qu'on fait en fiscalité, c'est utiliser les règles législatives, c'est-à-dire les textes de loi, dans le seul but de calculer et de donner une valeur à l'impôt. Donc, c'est tout ce que nous allons faire dans ce cours. Nous allons nous appuyer sur la réglementation en cours, nous allons nous appuyer sur les textes de loi, ces lois peuvent être le code général des impôts, ça peut être la loi de finances, avec un seul objectif, qui est celui de calculer et de déterminer la valeur de l'impôt. Ok. Quand on a défini la fiscalité comme ça, la notion d'impôt, encore, est une notion complexe, c'est une notion qui englobe. L'impôt ne veut rien dire, parce qu'il y a plusieurs types d'impôts en fonction de certains éléments. Donc, on va donc définir l'impôt. On sera donc obligé, une fois qu'on a défini la fiscalité, on dit que la notion de fiscalité se rattache uniquement à l'impôt. On sera donc obligé de définir aussi l'impôt. L'impôt s'entend comme étant une prestation pécuniaire requise par avoir l'autorité des personnes physiques et morales, de droit privé et éventuellement de droit public, en fonction de leur capacité contributive, à titre définitif, sans contrepartie et destinée à la couverture des charges publiques. Donc, voilà une définition complète de l'impôt que nous allons examiner au fur et à mesure. Nous reprenons, nous disons que l'impôt est une prestation pécuniaire. Pécuniaire pourquoi? Pécuniaire parce que l'impôt est uniquement acquitté dans notre contexte, pour ce qui est du Cameroun. L'impôt est uniquement acquitté en argent. À la différence du système fiscal français, où l'impôt est payé en nature, dans notre contexte, l'impôt s'acquitte uniquement en argent. C'est pour ça qu'on dit que c'est une prestation pécuniaire, requise par voie d'autorité. Et l'autorité ici est qualifiée du fisc. Le fisc, c'est un agent d'impôt. C'est un agent d'impôt, ou encore c'est confondu à la notion d'administration fiscale. L'administration fiscale, c'est lui le fisc. À Rome, si vous lisez la genèse de la fiscalité, on vous dira qu'à Rome, avant à Rome, la notion de fisc désignait le panier, c'est-à-dire le panier dans lequel on mettait de l'argent. Et au fur et à mesure, celui qui tenait le panier a fini par prendre le nom du panier. Dorénavant, le fisc désigne l'administration fiscale, pour ce qui est de notre contexte. Et c'est des notions à ne pas confondre avec la notion de fiscaliste. Beaucoup confondent le fisc du fiscaliste. Le fiscaliste, ce n'est que quelqu'un qui a des connaissances avancées, des connaissances poussées en fiscalité. C'est-à-dire, à l'issue de votre formation, on peut vous qualifier de fiscaliste. Mais le fisc ici, c'est celui qui est de l'autre côté. Le fiscaliste défend le contribuable,
sans toutefois empêcher le contribuable de payer l'impôt, mais simplement de payer le juste impôt. Alors que le fixe, c'est celui qui prélève, c'est l'administration fiscale. Donc, nous disions que l'impôt est une prestation pécuniaire requise par voie d'autorité des personnes physiques et morales. Quand on parle de personnes physiques, on fait allusion à vous et à moi. Donc, on comprend dorénavant que l'impôt ne se limite pas seulement à la seule personne morale qui est l'entreprise. Ce ne sont pas seulement des entreprises qui s'acquittent de l'impôt. Des gens comme vous et moi peuvent s'acquitter à un moment donné d'un impôt. Donc l'impôt est dû par des personnes comme vous et moi, ce qu'on a qualifié de personnes physiques, et pas des entreprises, des personnes juridiquement constituées, c'est-à-dire des personnes qui ont une existence juridique, qui a une personnalité, qui a une personne qui diffère de la personnalité physique. Ceux-là également s'acquittent d'un impôt. Requise par voie d'autorité des personnes physiques et morales, de droit privé et éventuellement de droit public. Puisqu'on a tendance à croire que, comme l'impôt est requis par voie d'autorité, c'est-à-dire par l'administration fiscale, et l'administration fiscale c'est l'État, on a tendance à croire que les entreprises appartenant à l'État ne s'acquittent pas de l'impôt puisque c'est l'État. Ces entreprises-là est la propriété entière de l'État. Mais la loi des finances nous dit que l'impôt est requis par des personnes physiques et morales, des personnes morales, des entreprises privées ou même des entreprises publiques. Donc certaines entreprises publiques à un moment donné s'acquittent également de l'impôt. Donc les personnes physiques et morales, de droit privé éventuellement de droit public, en fonction de leur capacité contributive. Chacun paye donc en fonction de ce qu'il a consommé, si on peut le dire ainsi. Ça veut dire que, vous savez, si nous prenons l'exemple de deux entreprises, une entreprise peut-être Azur, si nous disons l'entreprise Azur, et nous disons peut-être l'entreprise Camlet, si nous prenons le cas de deux entreprises, Azur et Camlet, on est tous d'accord que l'impôt que Azur doit payer sera différent de l'impôt que Camlet payera, puisque la capacité contributive d'Azur n'est pas la même capacité contributive que Camlet a. C'est pour ça qu'on dit en fonction de leur capacité contributive. À titre définitif, cela signifie en réalité que l'impôt n'est pas remboursable. Une fois que vous avez payé, on dit comme on dit au quartier, vous oubliez. Vous ne pouvez pas demander à l'État de vous restituer si vous avez même fait une erreur de paiement. À moins que vous suivez ce qu'on appelle, vous allez au contentieux fiscal. Donc, à titre définitif, l'impôt est également sans contrepartie. C'est-à-dire, une fois qu'on paye, on ne s'intéresse pas à ce que l'État fera avec cet argent-là. On paye et puis tout. Et puis c'est tout. À titre défini, sans contrepartie, et l'impôt est destiné à la couverture des charges publiques. Comme le disait Gaston Diaz, c'est parce que les charges publiques existent que l'impôt également a été institué. La seule destination de l'impôt, c'est la couverture des charges publiques. C'est tout ce que l'État fait avec l'impôt. À la question de savoir, l'enseignant a l'habitude de poser une question, c'est de savoir, est-ce que l'impôt est la seule destination? Est-ce que l'impôt a pour seule destination la couverture des charges publiques? On répond oui. La seule destination de l'impôt est la couverture des charges publiques. Mais il y a une autre question qu'il pose. Est-ce que l'impôt est le seul moyen de financement des charges publiques? Non. L'impôt n'est pas le seul moyen de financement des charges publiques. Parce qu'à côté de l'impôt, l'État a aussi d'autres leviers de financement que l'État peut utiliser pour pouvoir couvrir ces charges publiques, à savoir les emprunts obligataires, et même les aides des pays amis. Donc, on ne saurait dire que l'impôt est le seul moyen de financement, mais sa seule destination, c'est quoi? C'est la couverture des charges publiques. Donc, ainsi défini l'impôt, ainsi qu'on a défini l'impôt, nous pouvons donc ressortir toutes ces caractéristiques puisque nous disons l'impôt est une prestation pécuniaire requise par voie d'autorité, des personnes physiques et morales, de droit privé éventuellement, de droit public en fonction de leur capacité contributive. À titre définitif, sans contrepartie, est destiné à la couverture des charges publiques. Donc voilà la définition de l'impôt. Mais une fois qu'on l'a défini, le flou demeure. C'est-à-dire il n'y a pas encore une
grande compréhension de cette notion d'impôt. Parce qu'il faudrait s'interroger si nous connaissons déjà ce que c'est que la fiscalité. Puisque nous disons que la fiscalité, c'est l'ensemble des règles législatives qui vont nous permettre de calculer et déterminer la valeur de l'impôt. Et nous savons ce que c'est que l'impôt. On a bien envie de savoir comment ça se passe. Comment est-ce que le contribuable va déclarer son impôt? D'où donc la notion du système fiscal. Et au Cameroun, nous sommes dans un système déclaratif. C'est-à-dire le Cameroun est plongé dans un système déclaratif. Déclaratif pourquoi? Parce que nous sommes dans un système dans lequel c'est le contribuable, c'est-à-dire c'est l'entreprise, c'est la personne physique ou la personne morale, qui informe l'administration fiscale, ça veut dire le fisc, de l'existence d'une matière imposable, et non le contraire. C'est-à-dire que c'est le contribuable qui va, l'entreprise va vers l'administration fiscale et l'informe par ailleurs de l'existence d'une matière imposable. Et lorsqu'on parlera de matière imposable, dans notre contexte au Cameroun, on distingue trois. On a le revenu imposable, on a la consommation qui est imposable, et on a le capital, ou ce qu'on appelle la fortune, qui sont également imposables. Donc nous avons trois matières imposables. Si vous n'avez pas de revenus, si vous ne réalisez pas une fortune ou un capital, ou si vous ne réalisez pas, vous ne consommez pas, vous ne serez jamais soumis à un impôt. Raison pour laquelle on parle de matières imposables. Donc voilà les trois. Dès que vous réalisez un revenu, vous êtes imposable à un quelconque impôt. Dès que vous réalisez que vous consommez, vous êtes soumis à un quelconque impôt. Dès que vous avez une fortune, vous êtes soumis également à un quelconque impôt que nous verrons au fur et à mesure que nous allons avancer dans le cours. Également, nous disions que le système fiscal camerounais est essentiellement déclaratif. Et nous reprenons disons déclaratif pourquoi? Parce que c'est l'administration fiscale qui va se diriger vers le contribuable. L'administration fiscale va vers qu'est-ce qu'il dit? Le contribuable, c'est le contribuable qui va vers l'administration fiscale informé de ce que il a réalisé une matière imposable qui peut être soit un revenu, qui peut être soit une consommation, ou soit un capital. Mais maintenant, ainsi présenté, ce système fiscal a un gros inconvénient et également un avantage à ne pas négliger. L'inconvénient ou l'avantage, et l'avantage de ce système se réside à quel niveau? Si nous voyons déjà le premier inconvénient du point de vue de l'État, normalement, l'inconvénient est que ce système déclaratif-là, puisqu'il est déclaratif, ce système repose essentiellement sur la bonne foi du contribuable. Parce que comme c'est lui qui ira vers l'administration déclarer de ce qu'il a réalisé une matière, il peut arriver à déclarer une matière inférieure à ce qu'il a réalisé. Imaginez-vous un contribuable qui réalise un revenu de 100 000, au moment de déclarer qu'il a réalisé un revenu de 30 000. Donc vous voyez que le système fiscal repose essentiellement sur la bonne foi du contribuable. Mais la question est de savoir est-ce que tous les contribuables sont de bonne foi? Raison pour laquelle on parlera dans l'avantage du système. L'avantage du système, c'est le pouvoir de contrôle qui a été conféré également à l'administration fiscale. Raison pour laquelle on dira dans notre cours, le contribuable déclare et l'administration fiscale contrôle. Puisque le système est déclaratif, le contribuable, dans un premier temps, il ira faire une déclaration, l'administration fiscale viendra contrôler la déclaration et vérifier également l'exactitude de ce qu'il a eu à déclarer. Maintenant, dans le contrôle, qu'est-ce que nous avons dans le contrôle? Nous avons deux types de contrôle. Nous avons ce qu'on appelle un contrôle sur pièce et nous avons ce qu'on appelle un contrôle sur place. Le contrôle sur pièce, c'est l'article M21 du livre de procédure fiscale. Le contrôle sur pièce est défini comme étant un contrôle de cohérence. Ça veut dire que c'est un contrôle qui se fait dans les locaux de l'administration fiscale. Donc, ça vise à vérifier la cohérence des déclarations du contribuable. Et lorsque ces déclarations sont incohérentes, l'administration fiscale vous envoie ce qu'on appelle une demande d'explication ou une demande de justification. Alors que le contrôle sur place est un contrôle, le contrôle sur place est différent
du contrôle sur pièce, parce que le contrôle sur place est un contrôle qui se fait plutôt dans les locaux du contribuable. Et ce contrôle sur place a plusieurs variables. Il y a ce qu'on appelle le contrôle ponctuel, il y a ce qu'on appelle le contrôle inutilisé, il y a ce qu'on appelle la vérification fiscale d'ensemble, il y a ce qu'on appelle la vérification générale de la comptabilité. Donc voilà les différentes variantes du contrôle sur place. Alors que le contrôle sur pièce, ce n'est qu'un contrôle de cohérence. Mais la réalité est la suivante, c'est l'insuffisance des déclarations, des réponses apportées par le contribuable à la suite d'un contrôle sur pièce qui va déclencher le contrôle sur place, donc plus de vérification. Donc voilà ici présenté le système fiscal camerounais. Mais maintenant, la brèche s'ouvre à quel niveau? Lorsque nous disons que le système est déclaratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le contribuable qui va avec l'administration fiscale. Le débat, c'est que si donc ce contribuable ne s'y rend pas, si le contribuable ne prend pas la route ou ne prend pas la direction des impôts pour aller déclarer d'une certaine base d'imposition, qu'est-ce que l'administration fiscale fait donc? Parce qu'il peut ne pas venir déclarer. Raison pour laquelle on parlera de ce qu'on appelle les techniques d'évaluation. Les techniques d'évaluation des matières imposables. Il y a ce qu'on appelle les techniques d'évaluation des matières imposables. Dans ces techniques, nous avons l'évaluation par présomption, nous avons l'évaluation par témoignage du contribuable, nous avons l'évaluation par témoignage d'un tiers. Donc, l'administration fiscale a d'autres techniques qui vont lui permettre d'évaluer la matière imposable. On a dit que cette matière peut être un revenu, ça peut être une consommation, et tout comme ça peut être une fortune. Donc l'administration fiscale a d'autres techniques à sa disposition. Elle peut utiliser l'évaluation par présomption, elle peut utiliser l'évaluation par témoignage du contribuable qui répond à l'acquis d'un système, comme elle peut utiliser l'évaluation par témoignage d'un tiers. Donc voilà les techniques d'évaluation. Ok. À côté de ces éléments de cette présentation, il est aussi nécessaire, nous rappelons que nous sommes à l'introduction du cours, il est aussi nécessaire de comprendre les régimes d'imposition en vigueur dans notre contexte. Les régimes d'imposition. Il est nécessaire de comprendre également les régimes d'imposition qui ont cours dans notre contexte. Et ces régimes d'imposition reprennent à la loi des finances de 2012. Le seul critère qui permet de classifier, c'est le critère du chiffre d'affaires. C'est-à-dire pour savoir si un contribuable relève soit d'un régime supérieur ou soit d'un régime inférieur, il faut s'interroger uniquement au seul critère du chiffre d'affaires. Et nous avons ici trois régimes dans notre contexte. Nous avons le régime de l'impôt libératoire, où il vous faut avoir un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 10 millions. Nous avons le régime de simplifié, où votre chiffre d'affaires hors taxe doit être supérieur ou égal à 10 millions. Et au même moment, ce chiffre d'affaires hors taxe doit être inférieur à 50 millions. Et nous avons le régime du réel, où le chiffre d'affaires hors taxe doit être supérieur ou égal à 50 millions. Donc, voici ainsi présenté les trois régimes d'imposition en vigueur dans notre contexte, dans notre pays. On a un régime de l'impôt libératoire qui est le régime le plus bas, on a un régime du simplifié et on a un régime du réel. Maintenant, si nous voulons entrer dans l'explication de ces régimes, au régime de l'impôt libératoire, les contribuables payent l'impôt qu'on appelle l'IL. Et ces contribuables n'ont pas l'obligation de présenter une comptabilité. Au régime du simplifié, ils ont une obligation de déclaration mensuelle de 5,5% de leur chiffre d'affaires hors taxe. Et ces 5,5% sont composés de 5% en principal, majoré de 10% qui vont représenter ce qu'on appelle les CAC. 10% de 5 vont donner 0,5 plus 5, ça fait 5,5%. Et ils ont l'obligation de présenter leur comptabilité selon le système minimal de trésorerie, ce qu'on appelle le SMP. Tandis qu'au régime du réel,
ils ont une obligation de déclaration mensuelle de 2,2% de leur chiffre d'affaires hors taxe, qui est de 2% majoré de ce qu'on appelle les CAC. Ils ont une obligation de présenter leur comptabilité selon le système normal. Le système normal de présentation de leur comptabilité. Donc voilà les exigences que requiert chaque régime d'imposition dans notre contexte. Également, nous ne saurons évoluer sans faire une différence fondamentale lorsque nous avons défini l'impôt, sans citer certains types d'impôts. Donc il faudrait obligatoirement que nous essayions d'établir une différence entre les impôts. Et nous parlerons ici de deux grandes différences qui ont cours dans la littérature. On parle de l'impôt direct et on parle de l'impôt indirect. Nous avons l'impôt direct, nous avons l'impôt indirect. Quand est-ce que l'impôt est qualifié de direct et quand est-ce que l'impôt est qualifié d'indirect? Un impôt est qualifié de direct lorsque celui qui paye est identique à celui qui supporte. Or, celui qui paye est qualifié de redevable légal et celui qui supporte est qualifié de redevable réel. Celui qui donne un impôt est donc qualifié d'impôt direct lorsque le redevable réel est égal au redevable légal et que celui qui paye est identique à celui qui supporte. Il est qualifié d'indirect lorsque le redevable légal est différent du redevable réel. Donc, celui qui paye est différent de celui qui supporte. Donc, voilà la différence que nous pouvons établir entre l'impôt direct et l'impôt indirect. Un exemple d'impôt direct, nous avons l'impôt libératoire. Nous avons la patente également, qui est un impôt direct, payé par une personne, supporté par une personne. Nous avons la licence. Là, impôt indirect, nous avons la TVA, la taxe sur la facture, nous avons le droit de douane, nous avons le droit d'assises, nous avons l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc voilà la différence que nous pouvons établir entre un impôt direct et un impôt qualifié d'indirect. Et au cours de pendant notre cours, nous aurons deux notions à manipuler. Nous aurons la notion imposable. Imposable, qui est équivalent à assujetti. Ce sont les notions que nous allons beaucoup utiliser. Imposable, assujetti. Tout simplement pour qualifier le caractère de soumission à un impôt. Nous dirons un contribuable imposable lorsqu'il est concerné, en français facile, un contribuable imposable lorsqu'il est concerné par un impôt. Un contribuable est assujetti également lorsqu'il est concerné par un impôt. Donc, à l'opposé, on aura quoi? On aura exonéré et on aura non imposable. Non imposable ou non assujetti. Un contribuable sera qualifié d'exonéré d'un impôt lorsqu'en réalité il n'est pas concerné par l'impôt en cours, également non imposable. Mais notons qu'il y a des assujettis partiels. Il y a la notion d'assujetti partiel, il y a la notion d'exonération partielle. Donc, être assujetti partiellement veut dire être concerné par un impôt pour une branche de son activité. Et être également exonéré partiellement signifie être concerné par un impôt également pour une branche de son activité, pas totalement. Donc, c'est une branche de l'activité qui est concernée par un impôt. On va également mettre en avant le caractère. Il y a un caractère que nous allons mettre en avant en fiscalité. Nous aurons à mettre en avant la moralisme du droit fiscal. C'est quoi la moralisme? Un exemple simple pour illustrer le principe de la moralisme du droit fiscal. Un voleur peut-il être imposé pour le gain issu de son activité de vol? On répond oui, car la fiscalité est amorale. Le droit fiscal, c'est un droit amoral. On parlera également des sources du droit fiscal. Le droit fiscal est un droit, comme tous les droits, c'est-à-dire il y a des sources, ce droit fiscal. Dans les sources, on aura la loi, on aura la jurisprudence, on aura la doctrine, on aura les conventions, on aura les règlements. Mais maintenant, la loi, c'est la principale source qui doit nous intéresser, puisque la loi est la principale source du droit fiscal. Pourquoi dit-on que la loi est la principale source du droit fiscal?
Tout simplement parce que c'est la loi qui crée un impôt et c'est la loi qui supprime un impôt. Donc la loi est la principale source du droit fiscal. Parce que c'est à partir de la loi qu'on crée un impôt et c'est à partir de la loi qu'on supprime un impôt. Mais on ne saurait quitter de là sans dire que la Constitution du Cameroun confère au chef de l'État, au président de la République, un pouvoir discrétionnaire. Donc le président de la République a la possibilité d'abroger une loi qui a cours dans notre pays. Donc la Constitution lui confère quand même un pouvoir dit discrétionnaire. C'est lui qui a la possibilité de promulguer une nouvelle loi après vérification, après débat à l'Assemblée nationale. Donc dans notre évolution également, nous avons établi la différence entre le redevable réel et le redevable légal, puisque nous avons souligné ça dans la différence entre l'impôt direct et l'impôt indirect. La différence, c'est que le redevable réel, c'est celui qui supporte l'impôt. Le redevable légal, c'est celui qui paye ou c'est celui qui reverse un impôt. Voilà la principale différence. Et également, on va établir une différence entre ce qu'on appelle le principe de l'égalité et le principe d'égalité. Le principe de l'égalité comme égal et le principe d'égalité comme égal. Le principe de l'égalité renvoie à quoi? Selon le principe de l'égalité, l'impôt est d'essence juridique, c'est-à-dire l'impôt ne tombe pas du ciel. L'impôt tire sa source de la loi. C'est la loi qui crée et c'est la loi qui supprime. C'est pour ça qu'on dit l'impôt est légal. Et si l'impôt, cette loi est votée à l'Assemblée nationale par nos députés. Alors, le principe d'égalité renvoie à quoi? Le principe d'égalité tire son fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon cette déclaration, tous les contribuables sont égaux devant la loi. C'est-à-dire, le principe d'égalité renvoie au fait que tous les contribuables doivent payer l'impôt. Chacun paye en fonction de sa capacité contributive. C'est-à-dire, l'impôt payé, comme dans notre cas présent par Azur, ne saurait être le même impôt payé par Camlet. Mais ces deux entreprises doivent payer l'impôt. Si ces entreprises sont assujetties, on a dit assujetties être concernées, si ces entreprises sont assujetties par cet impôt. Donc, il y a le principe de territorialité, puisque l'impôt est limité dans le temps et dans l'espace. Limité dans le temps, en fonction de quoi? Du timing, du délai de paiement. Dans l'espace, en fonction du territoire. Un agent d'impôt, une entreprise située à Douala ne peut pas aller payer son impôt à Bafoussam. Une entreprise située à Bafoussam ne saurait aller payer son impôt à Douala. Donc, il y a ce qu'on appelle une limitation territoriale dans le paiement de l'impôt. Il y a également ce qu'on appelle une limitation temporelle dans l'acquittement des impôts. C'est un principe. Il y a le principe d'universalité budgétaire. Il y a également le principe de nécessité de l'impôt. Parce que l'impôt est essentiellement nécessaire à la couverture des charges publiques. Grâce à l'impôt, l'État parvient à évacuer certaines charges. Et nous allons évoluer en parlant tout naturellement de la taxe de développement local, la TDL. La TDL qui est une taxe payée pour beaucoup de choses. La TDL permet d'assainir les ordures ménagères, la TDL permet de construire les points d'eau, la TDL permet d'éclairer la voie publique, de financer l'ambulance municipale. Ce sont donc ça les objectifs de la taxe de développement local. Donc nous allons encore poursuivre, tout en présentant, puisque là nous avons parlé de la taxe de développement local, nous allons parler de l'impôt. Et il y a une différence fondamentale qu'on établit, nous allons terminer dans notre introduction par ça, il y a une différence qu'on établit entre l'impôt, la taxe et la redevance. Donc il y a des différences entre ces trois éléments-là. Toutes les taxes ne sont pas des impôts, tous les impôts ne sont pas des taxes, et tous les taxes ne sont pas des redevances, et ainsi de suite. La redevance est encore qualifiée de ce qu'on appelle une taxe parafiscale. Parafiscale, c'est ça, la redevance, une taxe parafiscale. Or, l'impôt, lui, c'est une présence pécuniaire, à titre définitif sans contrepartie. Tandis que la taxe est également une présence pécuniaire, à titre définitif, mais avec une contrepartie. La taxe a une contrepartie. Mais cette contrepartie n'est pas proportionnelle au service rendu. Ça veut dire, vous pouvez payer la taxe d'hygiène et de salubrité dans l'optique
que votre devanture, la devanture de votre entreprise, la devanture de votre boutique soit de plus en plus nettoyée, soit de plus en plus propre. Mais le montant que vous payez n'est pas proportionnel au service que l'entreprise d'hygiène et salubrité vous rend en contrepartie. Donc, il n'y a pas de proportionnalité entre le service rendu et le montant versé. Tandis que la redevance, qui est entendue comme une taxe parafiscale, la redevance est une taxe perçue par un service bien précis. Et elle sert seulement à financer le développement de ce service-là. Nous prenons l'exemple de ce qu'on appelle la RAV. La RAV, c'est une redevance audiovisuelle. Elle est uniquement perçue par un seul organisme au Cameroun, c'est la CATV. Et ça permet également de financer le développement de cette entreprise-là grâce à la RAV. C'est pour ça qu'on la qualifie d'une taxe parafiscale et ne revient pas à l'administration fiscale. Et on devait également savoir que dans la hiérarchie des centres d'impôts, nous avons ce qu'on appelle une direction des grandes entreprises, nous avons ce qu'on appelle un centre des impôts des moyennes entreprises, nous avons ce qu'on appelle un centre division des impôts, et à côté, nous avons ce qu'on appelle les CSI, les centres spécialisés des impôts. La DG est compétente à recevoir les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 3 milliards, supérieur à 3 milliards. Le CIM est compétent à recevoir les petites entreprises, chiffre d'affaires 100 millions à 3 milliards. La CDI est compétente à recevoir les petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont un chiffre d'affaires en dessous de 50 millions, de 52 millions à 10 millions. Vous allez dans une CDI, mais lorsque vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, automatiquement, on vous rattache au CIM. C'est 50 millions à 3 milliards, vous êtes au CIM. Maintenant, les CSI sont compétentes à recevoir les cabinets, les prestataires, les cabinets comptables, les cabinets d'avocats. En réalité, ces personnes déclarent au CSI. La DG est située uniquement à Yaoundé. C'est pour ça qu'on a parlé de la territorialité de l'impôt. La DG, c'est à Yaoundé. Le CIM est situé dans chaque chef-lieu de région. Dans chaque chef-lieu de région, vous avez un CIM. Donc, si vous allez à Bafoussam, il y a un CIM à Bafoussam. Vous allez à Douala, il y a un CIM à Douala. Si vous allez à Yaoundé, il y a un CIM à Yaoundé. Sans les impôts de moyenne entreprise. Et toujours dans le calendrier, comment on appelle ça? Dans la hiérarchie des établissements, des centres des impôts définis par la Direction générale des impôts, vous allez vous rendre compte que dans une ville comme Douala, il peut y avoir plusieurs CIM, puisque Douala est une grande ville. Vous avez le CIM Aqua, vous avez le CIM Bonanjor, il y a plusieurs CIM, il y a plusieurs CDI. Le CDI, quant à lui, est situé dans chaque chef-lieu du département. Chaque chef-lieu du département, vous allez retrouver un CDI. Par exemple, nous sommes ici à Tchang. Tchang, c'est le chef du département de la Benoît. Il y a un CIM, il y a un CDI, autant pour moi, dans la ville de Tchang. Le centre divisionnaire des impôts de la Benoît. Si vous allez, par exemple, à Bouddha, c'est le chef-lieu de Bamboutos, vous allez retrouver un CDI de Bamboutos. Si vous allez peut-être à Bafoussam également, il y a un CDI. Si vous allez en Konsamba, il y a un CDI en Konsamba. Konsamba, c'est le chef-lieu du département du Mungo. Ainsi de suite. Le CSI également, les CSI également sont situés uniquement à Yaoundé. Donc voilà ici la hiérarchie des centres des impôts au Cameroun. Donc ce n'est pas un hasard. Chacun sait dorénavant ce que c'est qu'un impôt, la définition d'un impôt, les différentes catégories d'impôts. Nous avons parlé de l'impôt direct et de l'impôt indirect. Chacun a une idée de ce qu'on appelle la moralisme du droit fiscal, puisque la fiscalité ne s'intéresse pas au caractère de licité des activités, non. La fiscalité s'intéresse, est-ce qu'il y a une matière, la seule question qu'on se pose en fiscalité est la suivante, est-ce qu'il y a une matière imposable? Et on a dit, nous avons distingué 3 matières. Le revenu, le capital ou la fortune, et ce que nous avons appelé la consommation. Dès qu'il y a une matière imposable, la fiscalité impose sans toutefois s'intéresser à la licité de ces activités-là. Si c'est licite ou c'est illicite, on impose d'abord. Maintenant, il y a d'autres mesures pour vous contraindre à continuer à exercer cette activité puisque elle ne répond pas à la réglementation en matière de loi. Donc, il y a d'autres personnes qui viendront, il y a des procureurs qui viendront vous traquer là derrière. Mais en fiscalité, on impose d'abord et puis on disparaît. Donc, vous connaissez également d'où est-ce que ces impôts sont payés, puisque nous parlons de la direction des grandes entreprises, compétente à recevoir les grandes entreprises, le centre des impôts des moyennes entreprises, le centre divisionnaire des impôts, le centre spécialisé des impôts. La DG, nous à Yaoundé. Le CIM, c'est dans chaque chef de région, c'est chaque chef de département, et les CSI également sont à Yaoundé.
Les CSI sont compétents à recevoir les entreprises qui ont une certaine particularité, c'est-à-dire les cabinets comptables, les cabinets d'avocats, les cabinets, les entreprises civiles immobilières, ils déclarent au CSI. Donc, nous avons établi la différence fondamentale qui est entre l'impôt, la taxe et la redevance. Nous avons parlé de la nature de notre système fiscal, nous avons parlé des avantages et des inconvénients de ce système, nous avons évoqué deux types de contrôle. En matière d'avantages, le contrôle sur pièce, c'est l'article L21 du livre de politique fiscale. Nous allons évoquer le contrôle sur place également. Donc voilà, nous allons ici présenter comme introduction la pépinière en fiscalité pour vous donner les notions préliminaires. Nous allons parler également de la notion d'exonération, la notion d'imposable. Nous allons ainsi présenter l'étudiant dorénavant sait d'où est-ce qu'on va en termes de contenu des enseignements. Mais maintenant, pour ce qui est du programme que nous aurons à suivre dans le cours, nous aurons des chapitres qui seront structurés tels que suit. Notre premier chapitre portera sur l'impôt sur les sociétés. Le second chapitre, nous aurons un chapitre qui va porter sur l'impôt sur les sociétés d'IS. Le second chapitre sera les impôts locaux, les impôts locaux. On aura à avoir l'impôt libératoire à l'IL. On aura à avoir la patente à l'intérieur. On aura à avoir la licence. Le troisième chapitre sera l'impôt sur la consommation. On aura à avoir à l'intérieur la TVA. On aura le droit de douane. On aura le droit d'assises. Et le dernier chapitre portera sur l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il y a 5 catégories de revenus imposables. Nous avons le revenu foncier, nous avons le revenu salarial, nous avons le revenu des capitaux immobiliers, nous avons les biens ici, les bénéfices en non commerciaux, et nous avons les BAIC, bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux. Donc, voici ainsi présenter notre introduction. Donc, pour ce qui est de notre chapitre, nous allons commencer à présenter le chapitre 1, qui va porter sur l'impôt sur les sociétés. Donc, commençons par lui, l'IS.